À la base, j'étais un peu en surpoids, mal dans ma peau. Et il y a eu un gros essor du fitness, du monde du fitness en France, c'est le body, le bikini et tout. Et du coup, je me suis vachement intéressée à ça. Et je voulais trop avoir ce type de physique et tout, je trouvais ça trop beau. Et en allant en salle de sport, c'est un coach en fait qui a détecté un potentiel de force parce que moi je me rendais pas compte que pour une débutante qui avait jamais fait ça, je m'étais déjà lourd en fait sur les mouvements. Et il m'a parlé de ce sport-là, on a fait les tests du coup sur les mouvements et j'ai adoré en fait. Et j'ai dit vas-y je veux faire ça. Et depuis j'ai commencé les compètes et je me suis jamais arrêtée. Ben non, on vient d'arriver en Suède. On vient d'arriver en Suède à l'instant. C'est magnifique. On est sauf. Non mais ça va, on est bien, on est la petite équipe là, on voyage tranquillement, ça fait plaisir à voir. Et puis on arrive avec notre vibe, notre énergie, notre bonne humeur et notre style indétrônable. Donc je m'appelle Panayotis Saranidis, je suis coach en force athlétique depuis 3 ans environ. Et du coup, j'ai la chance, le plaisir et l'honneur d'être le coach de Lia depuis 2 ans, il me semble, maintenant. Alors, je fais ce qu'on appelle un protocole de cut. Donc, du coup, là, je mange hyper salé pour créer une rétention d'eau volontaire et après pour faire de la fête. Donc en fait, pour être au poids, je joue sur ma rétention hydrique. Et donc du coup, là, je mange de la charcuterie. Ça me permet d'avoir un truc hyper salé et en plus d'avoir des protes. Et c'est super bon. Non, je kiffe. Non mais la bouffe c'est la vie. Bon, j'adore la bouffe. C'est vraiment un point central dans ma vie. Et tu vois, c'est pas comme en France. Hein. En France, ils seraient là, ils seraient en train de pousser tout pour rentrer en même temps. Non, Paris. Ouais, comme à Paris. Là, ils attendent et tout. Non, c'est bien, c'est bien. Je suis vachement impulsive et puis je suis sans filtre. Du coup, je peux dire des choses que je pense et je réfléchis après aux conséquences que ça peut blesser la personne ou... Parce que j'ai un humour un peu particulier, beaucoup dans le clash. Parce que c'est la pause entre le squat et le deadlift. Et t'as l'équipement alors que là, sans équipement, je me sens... Oui. En fait, Lia, elle débloque mine de rien des paillets au squat. Et petit à petit, tout le monde arrive à... Dans ma caté, depuis au moins 5-6 ans, t'avais pas une seule nana qui passait 500 kg de total. Genre c'était 490, 499. T'en as une qui l'a fait il y a 2 ans, l'italienne, et aujourd'hui on est 5-6 filles à passer plus de 500 de total. Et là t'as des juniors qui arrivent qui vont être sur du 500 de total, alors qu'il y a 2 ans ça semblait... c'était un truc de malade quoi, c'est réel. En fait je trouve ça cool parce que tu te dis que le sport il devient de plus en plus compétitif. Et je pense que ça te pousse toujours à vouloir faire mieux en fait. Tu vois, t'as pas le temps de te reposer. C'est pas genre en mode je suis premier, genre je suis loin devant, j'ai le temps, genre tu te reposes. Non en fait tu te dis, les autres ils arrivent et toi t'es la pro en fait. Tu te dis c'est toi qui vas la battre. Je me repose jamais sur mes lauriers. J'ai pas envie, j'ai vraiment envie d'aller le plus loin que je peux, tu vois, et tu sais que j'approche la trentaine, que ma carrière, je vais pas... Enfin après tu peux faire une longue carrière, mais à ton top niveau, forcément, tu vois, c'est pas à 50, 60 ans. Donc je me dis c'était maintenant. You want to do it selfie? No, you don't want? Well, I want like a better one for all of us. No, just you and me and I say all the time. Okay. Not the brand, but all the time. Do you think, my man, can you take a picture for us, please? Moi j'entends souvent que les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie, mais en fait aujourd'hui je pense que ça fait tellement partie de nous et de notre quotidien que ça fait quand même partie de la vraie vie entre guillemets. Parce que en fait à partir du moment où je trouve que ça a un impact sur toi, ça peut avoir un impact sur ton humeur, sur plein de choses, en fait ça a quelque chose de réel. Mais après
Il y a des choses que je ne vais pas partager sur les réseaux parce que pour moi, c'est du ressort du privé, où j'ai envie de le garder pour moi, c'est mon truc à moi et que j'ai pas forcément envie de tout partager tout le temps parce qu'il faut trouver aussi son équilibre en fait. Et plus tu t'exposes, plus tu donnes la capacité aux gens de te blesser aussi sur certains sujets ou certaines choses. Et comme je suis quelqu'un d'hypersensible, je fais quand même attention sur certains trucs où j'ai pas envie d'être sujet à moquerie ou que tu vois, les gens un peu bêtes et méchants, quoi. La méchanceté vraiment gratuite sur certaines choses que je sais peuvent me blesser. Comme on dit, je vais pas donner le bâton pour me faire battre, quoi. En fait, tu te rends pas compte quand tu es sur Instagram, les réseaux et tout, tu converses avec les gens et tout, et en fait, ça me fait toujours chelou de me dire, en fait, ouais, il y en a qui sont genre fans de moi, enfin, genre même le mot, ça me fait bizarre de dire ça, qu'on puisse être fan en fait. J'ai pas un truc entre les dents. Vous êtes un peu en contre-jour, non? Je sais pas. Please. Elle est sortie. Thank you. Good luck. Thank you. Congratulations. En fait, déjà son squat de base était phénoménal et c'est comme ça qu'elle a été quand même connue. Après, elle est arrivée avec de gros totos. Je pense qu'en plus, elle apporte un esprit, tu sais, un peu différent. Genre, beaucoup l'ont connue en France, en tout cas par la vidéo de Team Shape, notamment à travers son autisme. C'est un sport qui est connu du grand public comme étant masculin, alors que pas du tout. En général, les filles vont vous dire ah mais je veux pas ressembler à un homme. Ma best friend. C'est my wife. L'IA, la première fois que je l'ai vue, je me demandais comment c'était possible qu'on puisse faire des barres aussi importantes avec si peu d'expérience dans la discipline, quoi. Moi, j'étais pas là le jour où elle a touché sa première barre, mais le jour où elle a touché sa première barre, elle a soulevé des choses qui sont extraordinaires. Donc c'est une fille qui est très forte au départ. Et puis en plus, elle est institutrice. Il y a l'intelligence de la compétition, l'intelligence de l'entraînement. Au niveau diététique, elle est à fond. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, elle brille, quoi. Et c'est vrai pour l'ensemble des athlètes des équipes de France. Ils savent gérer leur poids de corps, ils savent s'alimenter correctement. C'est fini le temps où on passait notre vie à faire la foire et qu'on allait tirer les barres après. Ça, c'était il y a 30 ans, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment des professionnels, même s'ils ne gagnent pas forcément leur vie avec ça. C'est des professionnels du powerlifting et on voit les résultats aujourd'hui, qu'on a la meilleure équipe qu'on a jamais eue en France. Mais c'est marrant parce que la première fois qu'on m'a parlé d'elle, je la connaissais pas du tout. Et je suis allé à une expo et il y avait un grand truc de l'IA à l'expo. J'étais en mode c'est qui elle? Et tous les gars me disent mais c'est l'IA et tout, tu la connais pas, elle est trop forte. Je l'ai rencontrée au championnat de France un tout petit peu après, quelques mois après. On a tout de suite accroché. 1 an et demi après environ, on a commencé à bosser ensemble en tant qu'athlète et coach. Wow! Oh là là! Putain, arrête de faire Nothing out there could ever stop me. Chasing after the way vous faites rire de ouf! keeping me up 2 cups of coffee. Je vais mettre ma musique. Ouais, en fait, on s'entraînait on était de la même région, d'Île-de-France. Et on a commencé à s'entraîner ensemble. Et en fait, c'est vrai que dans les salles normales, entre guillemets, de fitness, on n'a pas le matériel pour s'entraîner correctement. Et chacun, on s'entraînait un peu dans notre coin. Et on s'est dit, pourquoi pas trouver un lieu où on peut tous s'entraîner ensemble, investir dans du matériel. Et comme ça, on a notre lieu à nous, on peut gérer les horaires, tout ça. Et c'est parti de là, en fait. On a fait notre premier gym. Après, depuis, on a changé 2 fois. Mais petit à petit, il y a des gens qui se sont rajoutés. Et voilà, mais on est là, le noyau, quoi. C'est pas vraiment un business parce qu'on gagne pas d'argent dessus. Mais du coup, on voulait vraiment avoir notre truc à nous, quoi. Et en fait, même si on dépense tous les mois dans le loyer, c'est un confort qu'on a en fait aujourd'hui. C'est un plaisir de s'entraîner ensemble, de mettre la musique que tu veux, d'aller aux horaires que tu veux. Tu
vois, si t'as envie de rester jusqu'à minuit, bah tu restes jusqu'à minuit. Genre, c'est notre cocon, quoi. C'est un peu notre deuxième maison, en fait. Là, on se retrouve entre nous et on sait que peu importe la personne qu'on verra à la salle, ce sera quelqu'un qui va vouloir notre réussite, qui va nous aider. Bah, c'est quelque chose qui change tout. Non, mais moi, je me suis entraînée longtemps, genre 3-4 ans toute seule. Et c'est vrai que ça fait la diff. J'étais la seule à faire du power. Donc du coup, c'est pas pareil, parce que les gens, ils vont pas forcément t'encourager, t'es un peu tout seul dans ton truc. Alors que là, t'as quand même un engouement, tout le monde qui est autour, tu vois. On est un peu une famille, tu vois, c'est notre famille à nous. Tu vois, vraiment, on vit en communauté, on a cet esprit de communauté. Les sacrifices, ça va être moins de temps avec ma famille, par exemple. C'est moins de temps parce que le soir, tu rentres pas forcément, ou tu dis pas, je vais faire un crochet par chez ma mère et tout. Non, parce que presque toute la semaine, je m'entraîne, tu vois, par exemple. Ça va être des sacrifices au niveau de l'hygiène de vie. Tu vois, tu peux pas te dire tout le temps tu vas bouffer de la merde et tout. Non, tu vois, parce que au bout d'un moment, ça va avoir un impact sur tes performances. Ça va être un sacrifice au niveau des vacances. Tu vois, tu peux pas te dire je pars en vacances. Moi, je suis prof, donc j'ai quand même régulièrement des vacances. Je peux pas me dire je pars tout le temps en vacances, alors que je le pourrais techniquement. Parce qu'il faut que je m'entraîne. Je peux pas me permettre de m'arrêter toutes les 6 semaines pendant 2 semaines, tu vois, c'est pas possible. Puis ça a aussi des sacrifices au niveau personnel parce que t'as moins de temps avec ton compagnon aussi, par exemple. Allez, la dernière. C'est assez dur d'expliquer le talent d'un athlète, peu importe le sport. Je dirais que, comme dans 99% des sports, l'aspect technique est un aspect colossal et l'IA a des capacités techniques vraiment hors normes, notamment du point de vue de la répétabilité. En fait, quand on la voit, quand on connaît le sport, on se dit elle devrait pas faire les barres qu'elle fait avec ce physique-là, parce qu'elle n'a pas un physique très avantageux pour le sport, du point de vue des leviers, du point de vue de la mécanique. Mais elle a fait des records sur les mouvements sans avoir des mouvements très optimisés entre guillemets d'un point de vue levier. Et l'autre aspect, je l'attribuerais vraiment à son mental. Pas forcément que c'est une carrière absolue ou quoi que ce soit, oui, mais bon, je pense que beaucoup des athlètes au championnat du monde le sont. Je dirais que c'est plutôt le côté elle croit en elle, mais d'une force que j'ai rarement vue pour le coup. Et c'est pas une croyance en mode elle va fanfaronner devant tout le monde ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle est persuadée qu'elle va réussir. Et même si devant nous, elle aime bien avoir ce côté un peu ah mais je suis pas sûr, vous pensez que j'en suis capable, j'en suis pas sûr, au fond d'elle, elle le sait. Non, là je suis vraiment dans l'instant présent en mode on est en training avec mes amis, même si on est sur le lieu de la compète aussi. Vu que je suis encore un peu loin entre guillemets de l'échéance, genre c'est pas demain, je suis juste dans le moment présent, je kiffe, on est dans un bon environnement, le matos il est ouf, la salle elle est ouf, on voit des gens qu'on suit sur les réseaux, qui sont à l'autre bout du monde et tout, donc là j'y pense pas trop. Ouais, j'ai eu des modèles au début où vraiment qui m'inspiraient en mode je veux faire pareil, je veux être au même endroit, faire les mêmes choses, avoir des titres et tout. Par exemple, Carola Gara, qui aujourd'hui qui est ma principale rivale, ça a été un de mes modèles au début parce que je la trouvais impressionnante. J'en ai une principalement dans le sport, pas dans le mien, c'est Serena Williams. Ce qu'elle fait, ce qu'elle dégage, ses valeurs et tout. Parce que c'est une grande féministe dans l'âme du coup. C'est une battante de dingue. Il y a un jour où j'ai vu un match et en fait c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ah ouais. C'était à Roland Garros, elle était contre Sharapova. Sharapova gagne le premier set, elle est sur le point de gagner le deuxième set, donc de remporter le truc. Et en fait Serena Williams elle était malade, elle avait de la fièvre, donc elle a fait la compétition avec de la fièvre sous une canicule. Et tu sentais que mais chaque coup qu'elle mettait c'était chaud quoi. Genre tu voyais qu'elle y mettait toutes ses tripes et qu'elle était à bout. Et elle remporte le deuxième set mais de justesse. Et elle gagne le troisième set. Et là elle s'effondre en pleurs. Et
Genre ça me met l'émotion de le revivre. Mais genre je me suis dit putain c'est ouf. Et en fait c'est ce côté un peu battant de guerrière que je kiffe quoi. Et une autre que j'aime beaucoup c'est Céline Dion. De ce qu'elle montre, tu dis, tu vois, il y en a plein qui se sont foutus de sa gueule parce que elle était avec son mari, qu'ils avaient presque plus de 20 ans d'écart et tout. Mais genre, elle est restée avec jusqu'au bout de sa vie. Il n'y a jamais eu des histoires cheloues. Genre, je sais pas, c'est un modèle au niveau de la femme, de la réussite. Tu vois, genre, elle a mené une carrière de maman, elle a mené une carrière au niveau du showbiz, elle a mené une carrière avec son mari et tout. Enfin, et elle est issue d'une famille qui n'est pas du tout aisée, enfin, elle n'était pas voulue, ça a été le 13e enfant. Tu vois, il y a toute une histoire derrière et tu te dis, elle est là et elle reste super simple. Et toutes les interviews qu'elle fait ou des gens qui parlent d'elle, c'est tout le temps en mode, elle est généreuse, elle est simple, c'est pas une diva. Enfin, si, c'est une diva, mais genre pas au sens mauvais du terme, entre guillemets. Et je kiffe tout simplement. J'ai su que j'étais autiste très tard, donc j'avais déjà 22 ans. Et en fait, ça m'a valu beaucoup de moqueries à l'école, beaucoup de rejets. J'avais pas d'amis, j'étais seule, enfin voilà. Et du coup, ça a fait un profond mal-être. Tu sais, déjà, l'adolescence, c'est un moment difficile parce que tu as tous les bouleversements hormonaux, tu essaies de trouver ton identité, physiquement, tu as tellement de changements et tout. Donc, tu as déjà tout cet aspect que j'ai dû gérer. Mais en plus, tout l'aspect où au-delà de ça, j'étais rejetée pour qui j'étais, entre guillemets. Parce que j'avais énormément de difficultés au niveau social. Et voilà, donc ouais, ça a été pas facile, mais bon. Aujourd'hui, on est là. Où j'ai remarqué que j'étais différente par rapport à l'autisme, parce que je vois plein de détails que les autres voyaient pas du tout. Ouais, comme si les gens ont des trucs entre les dents, genre ça me paraît évident, genre ça saute aux yeux, et oh non, j'ai pas vu. Ou genre le trou dans les chaussures, ou des trucs comme ça, et en fait, je vois tout. Les donuts. Wow. Putain, c'est là, la cannelle là. T'inquiète, demain, toi jeudi. 1, 2, 3, 4. Il y a des cinnamon rolls. Non, j'adore les cinnamon rolls. J'adore tout ce qui est avec la cannelle et du chocolat blanc. Après la ah ouais, non, là je suis dans mon élément. Qui m'empêche de prendre ça, d'aller dans l'hôtel et d'en manger 10 ? Personne. C'est bon, on peut y aller. J'ai été rapide. J'ai été rapide. Je suis pas trop sur mon téléphone là, donc je fais une petite pause pour regarder un peu. C'est vrai qu'on a vu quelqu'un par d'habitude. Il y a des choses encore où j'ai des difficultés, mais aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des amis qui comprennent beaucoup de choses, qui m'ont acceptée et après qui m'aident encore à devenir meilleure en fait, sur plein de trucs. En fait au début, moins maintenant, mais au début quand j'ai commencé le power, j'étais vraiment dans ce truc en mode ouais, on s'est toujours foutu de ma gueule comme si je valais rien. Je vais leur prouver que je vaux quelque chose. Parce qu'en fait, j'avais trouvé enfin un truc où j'étais performante, quoi. Où j'avais vraiment la capacité d'aller loin, de faire des choses. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon premier coach, du coup, qui a cru en moi et qui m'a poussée vraiment au maximum, quoi. Et du coup, ouais, c'est un peu une revanche ouais, sur la vie, sur certains trucs. Je suis quelqu'un qui est très famille, très proche de mes amis. Je pense que je suis quelqu'un de très attentionné, donc j'aime beaucoup donner, sans forcément attendre de recevoir en retour, parce que c'est juste ça m'apporte du plaisir en fait d'offrir, donner. Je pense que même si on s'entendait très bien en dehors, mais que sportivement ça ne matchait pas entre nous, donc professionnellement, ça marcherait pas tout simplement.
Pour être franc, je pense que ma plus grande force en tant que coach, c'est d'écouter l'athlète avec qui je travaille. Et l'avantage, c'est que l'IA, elle exprime très bien ce qu'elle ressent quand on la connaît. Et du coup, je pense qu'on a aussi cette ouverture l'un et l'autre. Moi, j'ai aucun problème à lui dire ce que je pense, tout comme elle non plus n'a aucun problème à me dire ce qu'elle pense. Et du coup, ça rend vraiment notre relation de coaching fluide, facile. C'est un sport individuel, c'est clair, mais l'esprit d'équipe est très très important. C'est-à-dire que tout le monde est très soudé, les coachs connaissent bien les athlètes, il y a vraiment une émulation qui fait qu'on arrive à avoir des résultats comme ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des têtes de proue qui attirent les autres. C'est vraiment un tirage vers le haut et la Fédé, elle accompagne au maximum tous ces athlètes pour avoir les meilleurs résultats possibles. Mais c'est important d'envoyer un petit message, de regarder, de soutenir les autres athlètes français parce que au-delà des clivages et des divisions qu'il y a, comme dans tous les sports en réalité, on reste tous des athlètes qui représentent le pays et plus on est performant, mieux c'est pour l'image du sport. Donc voilà, on a fait un petit message pour un de nos gars aussi. Vous verrez que The Panache est beaucoup plus diplomate que moi. Ouais, toute cette nouvelle génération, elle a fait énormément de bien au sport parce qu'ils ont amené une meilleure expertise, parce qu'ils ont amené une nouvelle dimension au sport, avec un investissement qui est quand même énorme. Toute cette nouvelle génération-là, elle est impressionnante. Une rigueur d'entraînement, des intensités d'entraînement, des volumes d'entraînement qui sont quand même beaucoup plus importants. Et le constat, il est là. Les performances, elles sont là. Niveau objectif athlète, j'ai des gros objectifs là pour cette compète. Où j'aimerais le titre, remporter un premier titre mondial, remporter un titre à l'indice, donc toutes catégories confondues. Et après, pour les championnats d'Europe, j'aimerais réaliser la même chose, donc une médaille d'or, mais dans la catégorie d'au-dessus, donc en moins de 69. Et en plus, là, il va y avoir un nouveau record du monde qui va être fait en moins de 69 là, et ce serait d'aller plus loin que ce record du monde. Donc en fait, de prendre des records du monde dans deux catégories différentes. Ça, ce serait juste oufissime. C'est vraiment mes deux gros objectifs pour cette année. Le vrai échec sportif, je pense que je ne l'ai pas encore connu, dans le sens où j'ai jamais bullé pour le moment, mais j'ai plus vécu des déceptions par rapport aux attentes que j'avais. Donc oui, je l'ai vécu comme un échec, moi personnellement. Je me suis pris quelques claques quand même dans ma carrière sportive, même si elle n'est pas non plus, mais je m'en suis pris quelques-unes. Déjà ces Europes-là, où je pense que j'étais un peu peut-être trop sûre de moi, peut-être limite dans l'ego. Et je voulais trop savoir, elle a fait quoi, elle en est où, chose que je fais plus aujourd'hui en compète. Et la deuxième claque, ça a été ma double fracture à la clavicule, où j'ai pas pu faire les championnats du monde. En fait, avant, je vivais que pour le powerlifting. Genre, il y avait que ça, matin, midi, soir, je pensais que ça. Et en fait, quand j'ai eu cette double fracture et que j'ai pas pu aller au championnat du monde, je me suis dit, putain, mais si tout s'arrête là demain, que tu peux plus faire de powerlift, en fait, t'es qui, quoi? Et en fait, j'avais construit toute mon identité autour de ça. Et c'est là, en fait, où, entre guillemets, j'ai dû me reconstruire en me disant, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu peux ne plus être championne, tu peux ne plus avoir de médaille, tu peux même ne plus jamais te faire de compétition. The United States Virgin Islands is football championships that I can count in these numbers. Ah ouais, c'était un truc à la con. On était en stage équipe de France, donc justement pour préparer ces championnats du monde. J'ai voulu faire une course pour qui arrive le premier à la voiture. Je suis tombée. Voilà, truc mais merdique. Et en fait, j'ai fait un vol plané. Et j'ai eu quand même le temps de penser, de me dire, si je tombe à plat sur le ventre, je vais me niquer les chicots. Je vais me niquer je vais me râper la face et tout, genre je voulais pas. Et du coup, j'ai eu le réflexe de me tourner. Et en fait, l'épaule, elle a tapé contre le bitume. Et en fait, j'ai même pas senti au début. C'est après que j'ai eu toute la vraie douleur. Et la première chose que j'ai pensé et que j'ai dit au kiné de l'équipe de France, c'est est-ce que je pourrais refaire du deadlift?
C'est le premier truc, je me suis dit, est-ce que je pourrais relifter, refaire du powerlifting? Je pensais que c'était genre fin de carrière. Du coup, j'ai pas participé aux championnats du monde. Je les ai regardés dans mon lit avec une attelle où j'étais comme ça, à chialer, évidemment. Et il y avait les sélections pour les championnats d'Europe qui devaient aller voir lieu en août. Et ma blessure, je l'ai eue en mai. Et les championnats d'Europe étaient en décembre. Et le DTN, donc celui qui choisit l'équipe de France, me dit bon bah je te compte pas pour le mois d'août. Et je lui ai dit non, tu me mets sur la liste, je serai là. Et j'ai fait c'était ma meilleure performance que j'ai fait au mois d'août. J'étais la première française à faire les 500 weeks. Je dis toujours j'ai la rage de vaincre, la rage de réussir. Ladies and gentlemen, please be upstanding for the national anthem of France. Bah, je suis super fière de lui. Genre, je suis trop fière. J'ai pas les mots. Enfin, c'est quelqu'un que ça fait un moment qu'on se connaît. C'est un de mes meilleurs amis, au-delà d'être mon coach. Et je le vois tous les jours s'entraîner. Je sais que ça fait des années qu'il s'entraîne pour ce moment. Et voilà, comme maintenant c'est fait. Donc heureuse. Franchement, vraiment heureuse. On est aux anges, hein. Première journée chez les Open et on a déjà 3 titres, plus une médaille d'argent, alors qu'on double la catégorie. Donc on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc c'est formidable, quoi. En plus, les principaux athlètes, les 2 vedettes de l'équipe de France sont là. Donc on verra Lia demain. Et Pana aujourd'hui gagne. C'est le meilleur français à l'heure actuelle. Donc on est vraiment super contents, quoi. Alors demain c'est la journée des femmes, oui, puisqu'on va avoir Lia qui va tirer. Donc Lia c'est quand même l'athlète la plus connue parmi les athlètes de l'équipe de France. Hein. C'est celle qui est le plus présente sur les réseaux sociaux. C'est vraiment notre égérie, notre figure de proue. Donc on espère de tout cœur qu'elle va gagner, quoi. Faire le poids, pendant très longtemps j'en ai pas eu besoin parce que j'étais large, enfin pas large, mais je tournais autour de 61-62 kg, même hors saison. Puis c'est vrai que tu prends du muscle, le muscle pèse plus lourd que le gras, donc en fait tu prends en masse entre guillemets, quoi. Et jusqu'à arriver où ça devient plus compliqué de faire le poids de manière normale entre guillemets avec un déficit, même si je pourrais très bien le faire avec un déficit, mais il faudrait le faire sur plusieurs mois. Tu as plus de contraintes, je trouve, parce que tu dois vraiment tout calculer, sur les derniers moments tu te fais plus forcément de plaisir, tout ça, enfin voilà, donc je fais un petit déficit calorique quand même, mais j'adopte aujourd'hui une stratégie de cut, du coup, que j'appréhende beaucoup. C'est jouer avec l'eau, c'est-à-dire qu'en fait le corps est constitué avec beaucoup d'eau et du coup l'idée c'est de perdre un maximum d'eau qui est inutile, donc notamment tout ce qui est lié à la rétention d'eau, donc celle qui est sous-cutanée, etc. Et de perdre ce poids-là de manière très rapide et très efficace pour pas impacter l'athlète plus que ça. J'apprends beaucoup parce que ma première expérience de cut en fait a été m'a traumatisée, tout simplement. Ça a été pour les championnats d'Europe 2019. Ça a vraiment été la première fois où j'avais besoin de faire des bains pour être au poids. Donc en fait, je me suis couchée à 64 kg en me disant que j'allais perdre dans la nuit. Sauf qu'en fait, je me suis réveillée au même poids parce que j'ai eu mes règles. Et donc bouleversement hormonal, tu fais de la rétention d'eau. Et du coup, en fait, en catastrophe, j'ai dû appeler Nistouille pour qu'elle me fasse des bains. Et en fait, j'en avais jamais fait avant, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et ça s'est mal passé parce que j'en ai fait énormément et je perdais pas. Genre, il y avait des fois où je perdais 0 g, quoi, genre rien. Et ce jour-là, mais Nissou, je l'ai remerciée 1000 fois parce qu'en fait, si elle n'avait pas été là, j'aurais abandonné. Franchement, j'aurais abandonné. Je me serais pas présente. Je me serais pas présentée. Et genre, elle est restée là, elle m'a dit tu seras au poids, peut-être pas à l'heure de la pesée, mais tu seras au poids. Comment tu te sens? Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens grave oppressée. Respire bien. J'ai juste envie de sortir. Tu l'as en plus. Respire. Et pense juste à ça. Tu répètes. Tu te focuses que sur ça. Le son. Et c'est tout.
fait pas toute une prépa pour pas être au poids le jour J. C'est pas possible. On fait pas autant d'heures. Non, pas autant d'heures d'entraînement. Inspire, Lia. Inspire, s'il te plaît. Ici. Là. Allez. Monte. Inspire. Non, toutes les minutes sont importantes, alors il faut que tu termines. Alors respire bien profondément. Allez. Pense à quelque chose qui t'apaise. Pense à ta maîtrise de mouvement. Visualise-la. Quand tu seras sur le podium, première équipe de Marseillaise, te relier aujourd'hui. Concentre-toi là-dessus. Et c'est, ouais, après j'en garde un bon souvenir maintenant parce que tu dis, bah, c'est des moments comme ça où nos liens avec Nistouille et tout, bah, ils se resserrent, tu vois, genre ça crée du lien. Bah, le début du cut se passe très très bien. Alors c'est vrai qu'on voit Lia pleurer, etc. Mais je pense que c'est lié à son hypersensibilité. Voilà, elle vit les choses à fond, à 100%. Ça se voit sur la plateforme, ça se voit sur ses cuts, ça se voit partout dans sa vie. Et donc du coup, il s'est rien passé de grave. À la fin, elle aurait pu faire éventuellement une crise, mais elle a su bien gérer, donc elle n'a pas fait de crise, rien du tout. C'est pas quelque chose de facile du tout. Mais une fois cette phase passée, une fois qu'on a pris une douche froide, une fois qu'on a pu réellement réguler sa température corporelle, qu'on a pu retrouver une respiration aussi parce que finalement c'est très important, une respiration stable, lente, on dit toujours que le cœur des sportifs bat plus lentement, etc. Une fois qu'on a récupéré ça, on se sent plus en sécurité et finalement on se rappelle que derrière il y a une compétition et là en fait elle se recentre à ce moment-là sur le deuxième objectif qui est la compétition. L'amie de Lia regarde pas les performances de Lia. Elle les regarde bien sûr, je les admire énormément, mais je suis impressionnée par d'autres choses en fait dans sa vie. Je suis impressionnée par sa capacité à rebondir, sa capacité à s'adapter, sa capacité à défendre ses points de vue, ses intérêts, ce genre de choses. Mais sa performance pour moi, c'est juste une résultante de ses autres qualités. Vous allez bien tirer votre voiture. C'est bon ? Et voilà. Juste un pied. Il y a de la concurrence, il y en a toujours, on ne sait jamais à quoi s'entendre, rien n'est fait avant le jour J. Elle pourrait faire une contre-performance, elle pourrait tomber malade pendant la nuit, je ne sais pas, une gastro fulgurante, peu importe. Et comme on dit, finalement, c'est un sport individuel parce que c'est toi et ta barre tout seul sur le plateau pendant 1 minute, 3 essais. Mais c'est finalement toi face à toi-même, c'est 1v1, tu vois. Et sur ça, elle a ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Ouais, l'hygiène de vie, c'est super important. C'est parce que c'est ton équilibre au niveau physique, mais c'est ton équilibre aussi au niveau mental et émotionnel. On ne se rend pas compte de comment la nourriture peut nous impacter mentalement, physiquement et tout, mais c'est énorme. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était complément alimentaire aussi. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à Nutrimuscle, qui est pour moi the référence en Europe, parce que c'est de la qualité. C'est de la qualité, ils sont complètement transparents sur la provenance de leurs produits, sur les quantités, sur la composition. Et moi, c'est des valeurs auxquelles j'adhère. Le problème en France, c'est qu'on n'a pas des trucs hyper protéinés de base. Genre, c'est pas dans notre culture. Alors qu'ici, en Suède... C'est ouf aussi comment tu vois que dans leur culture, ils ont plein de trucs protéinés et tout que tu trouves hyper facilement, alors que chez nous, même du 0% de matière grasse et tout. Que chez nous, c'est pas trop ça encore. C'est vrai que les compléments, c'était un peu le seul moyen. Même un truc sans lactose. En France, c'est assez récent, les trucs sans lactose. Moi, je le digère pas, elle le digère pas. Même, tu vois, le complément qui a un lactase, ça se trouve quasiment pas. C'est des choses, c'est un b.a.-ba, tu vois, alors que depuis tout petit, on nous dit « Ah bah tiens, le lait, c'est la vie, tiens ta petite brique de lait ». Bah ouais, mais moi, ça me fait mal au ventre, tu vois, comment je fais. Et alors que si on me donnait du lactase, par exemple, peut-être qu'on aurait pu mieux le digérer. Enfin, c'est des choses stupides, mais qui ont leur importance, parce que quand t'es ballonné... Nutrimuscle, il y a plein de trucs qu'on digère. Oui, merci. Parce qu'ils ils proposent du lactase en poudre, par exemple. Et tous leurs produits sont sans lactase, presque. Donc, oui, franchement, je dis pas ça parce que je suis sponsorisée. Tu vois, il y a des... Bon, je vais pas faire... Voilà, mais il y a des sportifs qui ont des sponsors par rapport à l'argent, par rapport à si... En fait, soit ils consomment pas les produits ou ils s'en foutent, tu vois.
Et moi, par contre, je suis vraiment dans la démarche où, pour moi, j'ai une responsabilité déjà vis-à-vis de moi-même. Je pourrais pas me dire, me regarder dans un miroir et me dire ouais, t'as accepté un truc parce qu'on te paye plus et en fait, les produits, c'est de la merde et tu vas promouvoir de la merde, tu vois. Je suis vraiment dans l'optique, les gens, après, ils te prennent comme référence, t'as un modèle. Donc, ils vont vouloir faire comme toi, t'imiter sur certains trucs et tout. Et je me dis, moi, j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité de leur... qu'ils vont acheter de la merde, en fait. Et des trucs qui sont pas bons pour eux. Et ça, c'est pas mes valeurs. Je veux promouvoir quelque chose en lequel je crois, que j'utilise moi-même, auquel j'adhère, les valeurs, tout ça. Et Nutrimi, j'adhère totalement sur plein de sujets, sur plein de trucs. Donc voilà, quoi. De l'équipe de France, donc junior et open, donc les plus de 23 ans. J'ai une fonction aussi de physio, kinésithérapeute, pour le suivi paramédical et l'environnement paramédical pendant la compétition et puis en préparation. Maintenant, le niveau est tellement haut et tellement précis qu'il y a vraiment chaque spécialiste qui est avec les athlètes, donc vraiment généralement les nutritionnistes ou les diététiciens. Ils ont leur entraîneur personnel, donc moi je suis pas entraîneur mais je suis coach, après je rassemble. Et d'un point de vue aussi physio, moi je rassemble en fait les informations pour me mettre après en relation avec leur entraîneur, leur diététicien, leur médecin pour pouvoir un petit peu généraliser les informations. Donc là il y a toute une préparation qu'ont les athlètes. Les coachs sont bien aussi derrière, en particulier Cyril Vaillant qui arrive à bien les motiver. Charlotte Vedel aussi qui motive bien les athlètes. Donc ça c'est vraiment toute une osmose et toute une équipe qui permet vraiment d'aller de l'avant et d'avoir des résultats comme ça. On sait comment son squat à 180 kg est censé bouger, on sait comment elle est censée être au moment de l'échauffement, au moment de son développé couché, etc., etc. Et donc du coup, c'est même à nous de faire ce travail de communication avec le staff pour faire en sorte que tout se passe au mieux le jour J. Et ça, là-dessus, pour le coup, je pense que le staff de l'équipe de France, c'est un staff qui sait s'adapter vis-à-vis de ça. Je dis toujours, on n'est pas entraîneur. C'est pas moi qui les entraîne. J'aime bien avoir ces discussions avec les coachs parce qu'eux ressentent aussi de l'extérieur ce qui se passe à l'entraînement, la préparation et l'état dans lequel l'athlète est avant. Et ça me permet moi d'avoir des éléments pour savoir comment je vais les gérer et comment je peux les gérer et jusqu'où je peux les pousser. Avec l'IA, dès qu'elle est arrivée en Open, on l'a vu arriver, donc 2018. Et après, donc, son ascension depuis ses premiers championnats du monde. Et puis maintenant, où on attend la concrétisation de son niveau et de ses performances. J'ai jamais coaché l'IA, ça va être la première fois pour moi, donc je sais pas trop encore comment la gérer. C'est vrai que c'est quand même quelque chose, là elle part favorite et tout le monde l'attend quoi, mais ça va, elle est zen, elle sourit, etc. Donc on va juste essayer de la garder dans cette petite bulle et d'y aller tranquille. Tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire le plus gros indice possible pour la fin et puis c'est bon, ça va aller. Actuellement l'IA, elle va se présenter à ces championnats-là comme championne d'Europe. Sa meilleure performance actuellement en championnat du monde, c'est 3e. Et donc là, le but du jeu, c'est clairement le titre. Le moment où je commence vraiment à me focus, c'est à partir du moment où je mets mon casque, ma musique, donc je suis déjà en salle de chauffe et que comme on commence par le squat, je mets mes genouillères. Là, c'est à ce moment-là que je commence à me focus. Là, à cette compète, j'ai beaucoup écouté du Céline Dion. Donc voilà. En fait, là, chaque athlète a ses rituels, mais dans certains cas, il faut arriver à recentrer l'athlète sur lui-même, sur son potentiel et pas sur le contexte de la compétition, le stress des enjeux. Voilà, la plateforme a fait 4 mètres par 3, ils doivent se l'approprier, tout simplement. Les profils comme Lia, comme Nico, en fait, faut pas qu'ils s'énervent avant le terme, ou pas trop.
Le but, c'est vraiment qu'ils soient dans leur élément et qu'ils se sentent chez eux. Et une fois qu'ils se sentent chez eux, c'est bon, là, on peut envoyer. Je vais déjà voir comment je me sens, si je suis en forme ou pas. Si je suis en forme, je vais voir je vais ressentir jusqu'à où je peux pousser. Et s'il y a vraiment moyen d'aller sur la cerise sur le gâteau, ou si juste j'assure les nouveaux records, j'assure le podium, voilà. Après, je suis quelqu'un qui est... J'hésite pas à y aller. Genre, s'il faut y aller, même si j'ai le trac, j'ai peur, je me chie dessus. Genre, si le coach il me dit, ouais, là on met 2,15 et c'est cette barre qu'il te faut, bah, je sais que je vais quand même y aller, je vais la faire, quoi. Pour moi, là, actuellement, elle n'a jamais été aussi forte. Tous les voyants sont ouverts. La préparation a été optimale. Elle a engrangé beaucoup de confiance avec des compétitions intermédiaires. Elle a fait un championnat de France plein. Sa descente de poids a été optimale. Pour moi, aujourd'hui, on doit concrétiser les barres qu'elle est capable de faire et montrer son vrai potentiel. Il faut se méfier de chaque adversaire, il faut engranger des points, mais on est clairement là pour aller chercher le titre. Alors, le squat, c'est le mouvement où je suis le plus stressée. Le premier squat, clairement, c'est le premier squat qui détermine un petit peu l'état psychologique et le reste de la compétition. Le plus dur en compétition, c'est toujours le premier squat. Rentrer dans la compète, les problèmes de descente, les machins, enfin, on a tous connu le rouge au squat, c'est le moment le plus stressant. Quand j'ai mon premier squat, c'est bon, je suis dedans, quoi. She set the record at 195 with her last lift. She's going to smash that with another 10 kilos if she gets it. The bar is loaded. Priscilla Bavoil of France, world record. Ah, on me le dit souvent, enfin on me dit on te reconnaît pas, tu te transformes. J'ai l'impression de me transformer en guerrière, quoi. Genre je pars au combat. Genre la barre c'est mon ennemi, quoi. Faut que je la domine en fait. Il y a un moment où quand vraiment je suis dans le dur, je vais chercher dans mes tripes. Et là, c'est là où justement mes musiques sont un peu spéciales, ce que j'écoute, c'est que j'ai besoin d'une musique qui me parle. Moi, je suis pas genre en mode gros boom boom ou rap hardcore. Je vais plutôt être des musiques qui me touchent et en fait qui vont faire ressentir toute mon hypersensibilité. Sur certaines grosses barres, surtout en compète, ça peut m'arriver d'être au bord des larmes en fait, d'avoir envie de pleurer tellement je vais chercher toutes ces émotions-là pour tout donner à fond, quoi.
J'aurais pu avoir la chance d'avoir la médaille d'or au bench si je passais mon dernier essai. Et en fait, c'est piraterie parce que genre, c'est vraiment le mouvement auquel on n'aurait jamais pensé que je pouvais avoir une médaille d'or. C'est inimaginable. Parce que c'est pas du tout mon mouvement, je suis pas spécialement forte dessus. La première barre de deadlift, elle est super importante pour moi parce que je me dis, bah, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant que je fais mon total, c'est maintenant que je fais mon classement. Et ensuite, une fois que j'ai ma première barre de deadlift, je me dis, c'est bon, genre, let's go, quoi. Là, c'est limite, on y va, mais tout ce que tu veux, je fais. Quand j'arrive sur la barre, sur tous les mouvements, genre je suis incapable de dire à quoi je pense et tout. C'est comme s'il y avait un blackout, genre juste c'est automatique, j'entends les ordres et bam bam. Je fais confiance en fait à toutes les heures d'entraînement où tu as intégré un schéma moteur et il faut juste le répéter et le faire, quoi. Normalement, tu as 9 barres en compétition. En vrai, tu ne te concentres pas sur 9 barres. Non. À plein régime, justement, parce qu'elle n'a pas cette capacité. T'as pas cette capacité. Ouais. Du coup, elle se réserve. Et si tu remarques bien, sur ces 3e barres de chaque essai, c'est là où elle va vraiment tout ressortir. Elle se sera réservée pour sa dernière barre. Et ça, c'est quelque chose qu'elle fait constamment. Et justement, entre guillemets, tout le monde se dit non, mais c'est pas possible. Genre, elle va pas faire de 3e barre. Et là, tu te dis, bah si. Je pense que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à tout, plein de trucs, genre sur ma vie, sur la vie en général. Enfin, je remets toujours tout en question et je me suis posé la même question, genre d'où ça vient. Et en fait, je pense que c'est dû justement à mon histoire, où toutes les fois où je me suis laissée un peu faire par les autres, je me suis laissée piétiner, je les ai laissés se moquer de moi, sans me rebeller, sans rien dire, toujours à me taire. Et en fait, bah, tout se passait derrière en mode quand j'arrivais à la maison. En plus, moi, je suis quelqu'un qui parlait pas du tout à mes parents. Donc, mes parents, ils n'étaient pas au courant de tout ça. Et c'est aujourd'hui que j'arrive un peu à leur parler de certaines choses qu'il a pu m'arriver, ou que j'ai pu faire, du coup. Mais parce que mes parents, bah, ils étaient vachement inquiets quand j'étais ado, parce que bah, je me scarifiais, j'étais boulimique, j'ai fait plein de tentatives de suicide. Et je pense que c'est tout ça en fait qui remonte et qui me donne cette rage de me dire bah, j'ai envie de réussir, j'ai envie aussi de les rendre fiers, mes parents, parce que bah, ça n'a pas toujours été facile. Et je me dis, bah, y a plein de choses que je pensais ne jamais réussir à faire et en fait qu'aujourd'hui j'arrive à faire. Et du coup, bah, c'est tout ce passé, tout ça qui revient et qui me donne cette rage d'avancer, quoi, et de continuer et de ne pas abandonner. Et j'ai fait une promesse à ma mère lors de ma dernière tentative de suicide. J'avais 19 ans et je lui ai promis de jamais recommencer et de ne jamais abandonner parce que bah, elle voyait le suicide comme un abandon. Et il faut savoir que ma mère, elle m'a eu en FIV. Donc en fait, elle a galéré pour m'avoir et elle m'a dit j'ai pas galéré pour t'avoir, pour te voir mourir aujourd'hui à 19 ans. Et en fait, depuis ce jour-là, je me suis tatouée ne jamais abandonner M. Et ouais, j'abandonnerai pas, quoi. Je lâcherai pas. Pour mes parents, pour ma mère, pour mon père. Enfin, j'ai juste envie de les rendre fiers aujourd'hui. Et de leur dire, bah, vous avez eu raison en fait, de croire en moi et de me pousser, même quand j'ai voulu abandonner et tout
tout lâcher, quoi. C'est toi qui décides, là. C'est toi qui décides, d'accord? C'est toi qui décides. On est venu, t'as bossé pour ça. Toujours et encore. C'est toi qui décides. C'est à toi, cette plateforme-là, elle est à toi, elle a toujours été à toi et elle y reste. Allez! Décide, c'est toi, c'est ta plateforme! C'est ta plateforme! Revient en international, elle concrétise, elle a son titre, parce que ça fait 2 ans que ça doit être son titre. Elle a couru après et là elle le concrétise avec un total où elle montre que c'est elle la patronne dans cette catégorie-là, et ça c'était important de montrer qu'on était présent et que maintenant il va falloir venir la chercher tout simplement. Et puis qu'on a encore de la marge de progression, on perd des points au squat, on perd encore un petit peu au coucher, ça veut dire qu'on a un potentiel encore au-dessus. Et que rendez-vous au championnat d'Europe pour un total encore plus monstrueux. Et Priscilla Bavoil de France. Le truc, c'est que on était tous les deux, et même j'ai envie de dire tout le monde, assez sûr de ce qu'elle allait faire, de ce qu'elle était capable de faire, parce qu'on reste dans un sport où il n'y a pas réellement de miracle qui se passe le jour J, ça dépend de l'entraînement et voilà. Et donc j'étais assez confiant et du coup j'ai pu vraiment bien profiter du spectacle en tant que spectateur et c'était vraiment cool à voir. Au-delà de la place, j'ai toujours envie de faire le plus gros total possible que je puisse faire. Donc en fait jusqu'à la dernière barre, je me dis jusqu'à la dernière barre ça compte. Et si j'avais fait par exemple ma dernière barre de deadlift, j'aurais pas du tout été contente parce que je sais que mon total n'aurait pas été représentatif de ce que vraiment j'étais capable de faire. Et même si j'avais gagné, j'aurais été encore plus déçue entre guillemets. Donc non, c'est pas que la place, que la médaille, c'est vraiment aussi un accomplissement personnel. C'est deux questions. Je me suis jamais vraiment posé la question. Là, tout de suite, je dirais oui, parce que j'ai gagné un titre. Mais je pense que si, je peux dire oui. Dans la vie en général, je suis quand même assez fière de ce que, par rapport à quand je regarde où est-ce que j'en étais il y a encore quelques années et le parcours, ouais, je suis quand même fière. Je suis quand même fière d'être là aujourd'hui. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué.
Si, on va le faire. Sincèrement, je pense que Lia, c'est un exemple pour tout le monde. Il n'y a personne qui est vraiment investi dans le sport pour qui Lia n'est pas un exemple. Après, j'ai personnellement la chance de la côtoyer au quotidien et du coup, je vois ce qu'elle fait et ça me touche sincèrement. En tant que coach, en tant que Camille, en tant qu'athlète, c'est quelqu'un d'exceptionnel pour notre sport et il faut le reconnaître. Donc voilà, je dirais, t'es quelqu'un d'exceptionnel. Attends, juste, tu veux que je parle du cut et tout, ou juste vraiment du moment de peser Je peux reprendre tout de suite ou je dois reposer la question? Ok. Donc, attends, tu peux reposer ta question. J'entends qu'il y a l'eau. Ouais, moi j'ai eu envie de pleurer là. J'ai vu que t'avais envie de pleurer. Je peux avoir des red lights, des... C'est quoi? Des feux rouges. Moi j'allais dire des points rouges, mais c'est pas des points. Des cartons rouges? Ouais. Ok. C'est ce connard. Qu'est-ce qu'il fout? En plus, je l'ai encouragé que pour son fenêtre. T'as vu les camaraderies au niveau? Ouais. Je regarde vers la caméra ou vers toi? Vers toi.